Salut à vous, j'espère que vous êtes en forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les bases de Linux. Et quand je dis découvrir les bases, ça va être une vidéo où on va essayer de survoler un petit peu l'ensemble pour prendre un petit peu de hauteur et d'avoir une très bonne vision d'ensemble. C'est surtout ça qui va importer ici. Et juste avant, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes de plus en plus sur la chaîne et c'est vraiment comme ça un plaisir de pouvoir vous aider à progresser en tech, à progresser dans la maîtrise de l'informatique en général. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à partager ou à commenter la vidéo afin de lui faire gagner un petit peu en visibilité. N'oubliez surtout pas que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Alors la première chose à comprendre, c'est que quand on parle de Linux comme étant un système d'exploitation, c'est pas tout à fait vrai. En fait, Linux, c'est une petite part d'un système d'exploitation, c'est le cœur, ce qu'on appelle le noyau, le kernel en anglais. Et c'est lui qui va gérer tout un tas de choses, et les choses les plus importantes au niveau de votre machine. Et pour avoir vraiment un système d'exploitation complet, au même titre que Windows ou que macOS, vous allez devoir ajouter par-dessus des logiciels, par exemple une interface graphique, par exemple un navigateur web, par exemple un logiciel qui permet de gérer votre configuration, des choses comme ça. Et cet ensemble, Linux, c'est-à-dire le noyau, plus ces autres logiciels, c'est ce qu'on appelle une distribution Linux. Et c'est ça, le système d'exploitation complet. Intéressons-nous un petit peu à ces distributions, justement. Et vous allez comprendre qu'il y en a vraiment énormément. Sur ce petit graphique ici, on a une liste de à peu près toutes les distributions qui existent. Si je vais tout en bas, c'est que Android, que vous voyez juste ici, est aussi une distribution Linux. Comme vous le voyez, des distributions, on a vraiment une flopée. Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. Premièrement, je vous ai dit que c'était jamais que le noyau Linux avec plein d'autres logiciels. Mais dans ces logiciels, il y a des alternatives. Donc il y a plusieurs façons d'installer des logiciels sous Linux, par exemple. Il y a plusieurs navigateurs web, il y a aussi plusieurs interfaces graphiques possibles, je vous montrerai ça juste après. Et je parle même pas des milliers d'autres logiciels et librairies qui sont intégrés dans le système. Mais il y a aussi, et d'ailleurs souvent, des raisons plutôt idéologiques. Par exemple, Debian est une distribution qui va essayer de promouvoir un maximum des logiciels libres. Tandis que d'autres distributions préféreront intégrer, pourquoi pas, des logiciels propriétaires pour vous simplifier un petit peu l'usage. C'est le cas d'Ubuntu. Ubuntu, on le retrouve ici, sur ce graphique, juste ici. Alors comme vous le voyez, et ça on peut le voir très bien dans ce graphique, c'est qu'une distribution en engendre d'autres. En effet, vous avez des distributions qui se basent sur d'autres pour proposer des petites variantes, des petites adaptations, etc. Par exemple, les deux que je vous ai cités, Debian et Ubuntu. Ubuntu est en fait basé sur Debian, avec des choix pour simplifier l'usage pour les utilisateurs lambda, pour monsieur et madame tout le monde, pour essayer d'avoir une distribution qui soit avant tout grand public. Et pour faire ça, par exemple, pour faciliter l'installation du matériel sur votre machine, il n'hésite pas à utiliser des logiciels propriétaires. Donc c'est un petit compromis qui est fait entre les deux et ça reflète assez bien ce choix d'idéologie. D'ailleurs, souvent, les logiciels intégrés dépendent de ces choix idéologiques. Un des composants logiciels qui va varier en fonction des distributions et qui peut avoir vraiment un impact majeur sur votre façon d'utiliser Linux, c'est l'environnement de bureau. L'environnement de bureau, c'est quoi au final ? C'est tous les éléments visuels que vous voyez de base sur votre distribution. Donc, si vous voyez ici, par exemple, j'ai un environnement de bureau qui s'appelle Plasma. Ici, on a l'équivalent de votre bureau sous Windows, etc. Donc ça, c'est un environnement de bureau, mais il y en a d'autres. Vous voyez, par exemple ici, vous avez l'environnement de bureau GNOME. Ces deux-là sont les environnements de bureau les plus modernes. Vous en avez également d'autres, comme par exemple ici, Cinnamon ou encore XFCE. Alors maintenant que vous commencez à comprendre un petit peu plus les notions de distribution et les notions d'environnement de bureau, il est temps d'en choisir une pour notre usage. Donc moi, une que je peux vous conseiller, c'est Ubuntu, comme on a un petit peu parlé juste avant ici. Simplement pourquoi Ubuntu, comme je vous l'ai dit, il est plutôt pensé pour un usage débutant. Donc si vous voulez débuter, etc., je pense quand même que c'est une des distributions idéales. Après, vous avez des alternatives intéressantes comme Linux Mint, qui est d'ailleurs aussi basée sur Ubuntu. Et si vous voulez la récupérer pour l'installer, voilà grosso modo comment vous devrez faire. Vous allez d'abord devoir vous rendre sur le site d'Ubuntu, voilà, ici, et ensuite, je vais télécharger, la version ici, donc je vais simplement cliquer. Normalement, le téléchargement va démarrer immédiatement, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours cliquer ici. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez faire un petit don.
Donc vous avez la fenêtre qui est juste ici et qui vous permet de faire un petit don, mais sinon Ubuntu est totalement gratuit. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Si vous avez envie de soutenir un petit peu le mouvement, surtout n'hésitez pas. Et quand vous allez récupérer ce fichier que vous avez téléchargé, eh bien vous allez récupérer un fichier au format ISO. En fait, c'est comme un CD, mais sous format virtuel, sous format de fichier. Donc c'est l'équivalent d'un CD classique. Alors, comment faire pour l'installer dans votre machine? Eh bien, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de graver le fichier sur un CD et puis de redémarrer l'ordinateur avec le CD à l'intérieur. En fonction, vous devrez peut-être aller dans les paramètres de votre machine pour gérer l'ordre de démarrage. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin à ce niveau-ci parce que ça peut carrément faire l'objet d'une vidéo, mais je vous mettrai dans la description un lien vers la procédure d'installation. Vous avez aussi une deuxième option qui est de transformer cet ISO en une clé USB bootable, donc ça aussi je vous mettrai un lien dans la description. C'est plutôt adapté, si jamais vous n'avez pas de lecteur de CD sur votre machine, dans beaucoup d'ordinateurs récents c'est le cas, ça vous permet d'installer Linux quand même. Petite chose intéressante, c'est que dans beaucoup de distributions, quand vous allez démarrer sur le CD ou la clé USB, vous allez pouvoir essayer la distribution en live sans même l'installer. Et vous aurez dans la session qui sera créée, justement la session live, un utilitaire qui vous permettra d'installer la distribution en dur sur votre machine. Une deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez aussi faire coexister Windows et Linux sur vos machines. Donc simplement, vous pouvez installer les deux en parallèle, ce qu'on appelle un dual boot. Et au moment du démarrage, l'ordinateur vous proposera de choisir soit entre Windows, soit entre Linux. Et il existe plus ou moins la même chose, évidemment, pour macOS. Enfin, ce que vous pourriez faire également, c'est l'installer dans une machine virtuelle. Donc, une machine virtuelle, c'est une sorte d'ordinateur logiciel qui va se lancer dans votre propre ordinateur et dans lequel vous pouvez installer tous les systèmes d'exploitation que vous voulez. Dites-moi un petit commentaire si vous voulez que je parle de machines virtuelles dans une prochaine vidéo. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de lancer ma propre distribution d'Ubuntu pour aller, vous faire une petite visite guidée de ce système. Et vous vous en rendrez compte, il n'y a pas spécialement de grosses difficultés à utiliser ça au quotidien. Et donc, quand je me connecte à mon ordinateur ici sous Ubuntu, je vois qu'au final, il n'y a rien de trop dépaysant. J'ai ici en arrière-plan un fond d'écran que je peux changer aussi. J'ai un clic droit qui est possible, donc je peux faire un clic droit et je peux changer l'arrière-plan directement, un petit peu comme sous Windows, par exemple. Donc, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui est si compliqué que ça. À gauche, vous avez ici un petit peu l'équivalent de la barre des tâches sur Windows, ou plutôt du dock sur macOS. Et vous voyez ici en dessous, là, j'ai un menu qui me permet d'afficher les autres applications. Donc, ça reste très accessible. J'ai aussi des icônes sur le bureau que je peux déplacer, sur lesquelles je peux cliquer, que je peux ouvrir. J'ai aussi un explorateur de fichiers. Donc voilà, je peux vraiment venir ici, par exemple, cliquer droit, faire nouveau dossier, etc. comme je veux. Un petit cliché sur Linux, c'est qu'il faut éditer tout un tas de fichiers, de configurations, c'est très compliqué, etc. En fait, les choses, elles se sont nettement améliorées. Regardez. Vous voyez ici, simplement, j'ai aussi un accès à la configuration et ça va me permettre de gérer tout un tas de choses dans ma machine, allant des paramètres du dock, aux notifications, aux fonctionnalités de recherche, aux fonctionnalités de partage, aux comptes associés à la machine, aux préférences de son, d'énergie, aux préférences de périphériques. Bref, vous avez vraiment accès comme ça à tout l'ensemble des fonctionnalités de votre ordinateur, des paramètres de votre ordinateur. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué ici au niveau de la configuration. Alors, vous le voyez, au niveau de l'interface en général, c'est très ressemblant au final à ce qu'on peut retrouver sur Windows ou sur macOS. Maintenant, la plupart des soucis que vous pourriez avoir seraient plutôt à l'installation, un périphérique qui serait mal reconnu, etc. Mais pour ça, voilà, quand même quelque chose de très important à comprendre, c'est que Linux, c'est aussi avant tout une grosse communauté. Ce sont des utilisateurs qui ne vont pas hésiter à s'entraider et à vous aider. Une excellente ressource si vous êtes sur Ubuntu, c'est le forum de la distribution. Ubuntu dispose d'une excellente communauté francophone que vous trouverez sur Ubuntu.fr juste ici. Et ici, vous avez un forum qui va vous permettre de rencontrer d'autres utilisateurs, de leur poser des questions et de leur soumettre éventuellement des problèmes ou des interrogations que vous auriez. Alors Linux au quotidien, ça donne quoi exactement? Découvrons ça dans la suite de notre visite guidée. Et par exemple, une tête connue ici, Firefox. En fait, même originellement, Firefox et Mozilla étaient originaires du monde Linux. Donc, avec cette petite tête connue, autant vous dire que tout ce qui est Facebook, utilisation classique d'un ordinateur, rien qu'avec Firefox, je pense que vous allez vous y retrouver. Vous retrouvez des suites bureautiques comme OpenOffice, LibreOffice, etc. Au niveau multimédia, vous avez des solutions qui peuvent être assez intéressantes comme GIMP pour la retouche photo ou Kdenlive pour le montage vidéo. Et bien sûr, en termes d'utilitaire de développement, Linux reste une référence.
Le seul usage vraiment sur lequel vous pourrez avoir plus de difficultés, on va dire, c'est plutôt l'utilisation gaming. Si clairement vous êtes sur Linux pour faire du gaming, non. Après, vous trouverez toujours des petits jeux sympathiques, gratuits, etc. Et Steam aussi est disponible maintenant sur Linux. Donc les choses tendent un peu à changer, mais bon, on n'est quand même pas au niveau de ce qu'on pourrait retrouver sur Windows, par exemple. Et donc, justement, l'installation de logiciels, parlons-en un petit peu. Donc, sur Ubuntu, ce que vous allez retrouver sur Linux d'ailleurs, bien ici, si vous voyez, la petite application logiciel Ubuntu qui est juste ici, va fonctionner un petit peu comme un store au final, comme sur Windows Store, comme sur l'App Store d'iOS, etc. À quelques différences près, évidemment. Et si vous avez envie d'installer un logiciel, mettons GIMP par exemple, il suffit d'en faire la recherche ici. Voilà, tout simplement. Et je vais simplement ensuite pouvoir cliquer dessus et cliquer sur l'installer. Lui, il va aller récupérer l'application depuis le serveur et l'installer sur ma machine. Dans le monde de Linux, on appelle ça un gestionnaire de package d'ailleurs. Et on va parler de package comme étant un logiciel à installer sur votre machine. À noter que beaucoup de logiciels commencent maintenant à être disponibles sur Linux. Et c'est le cas aussi depuis l'apparition de développement cross-platform. Je pense que Linux en bénéficie aussi pas mal maintenant de ça. Et on va trouver maintenant des applications comme Spotify par exemple. Donc si vous voyez ici dans le champ de recherche, je peux faire une petite recherche sur Spotify et on voit bien que l'application est disponible sur Ubuntu. Mais voilà, on a encore parfois besoin de mettre un peu les mains dans le cambouis et notamment parfois d'utiliser le terminal. Alors, on va démystifier un petit peu ça tout de suite. Le terminal, c'est pas quelque chose qui est compliqué en soi. C'est-à-dire que ici, si je viens sur ma machine et que je lance le terminal, donc moi je l'ai ici dans ma barre d'application, mais sinon bien on peut le retrouver évidemment dans le menu qui est ici. Eh bien le terminal, c'est jamais qu'une autre façon de commander votre ordinateur. Donc tout ce que vous faites au final avec des clics de souris, à peu près vous pourriez le faire avec le terminal également. En tout cas, tout ce qui est manipulation du système. C'est-à-dire ici par exemple, si je viens de mon dossier personnel et que je veux créer un nouveau dossier, je vais normalement venir ici et faire un clic droit et cliquer sur nouveau dossier. Le terminal, comme je vous l'ai dit, c'est une même façon de contrôler votre ordinateur, mais plus simplement en lui parlant sous forme de texte. Mais ce qu'il faut comprendre au niveau du terminal, c'est qu'il va, un petit peu comme mon explorateur de fichiers, se trouver dans un répertoire bien précis. Donc par exemple, ici, quand je vais le lancer, il va se retrouver sur le même niveau que mon dossier personnel qui est là. Donc si je fais une petite commande pour le vérifier, donc je vais faire la commande ls qui est ici, ça va lister les fichiers, les dossiers qui sont présents, et les fichiers aussi d'ailleurs, exactement comme si j'étais ici dans mon explorateur de dossiers. Alors pour les commandes, je vous demande surtout pas de les retenir, en tout cas pas à ce niveau-là, sauf si ça vous intéresse évidemment. C'est vraiment plus pour la démo, j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez d'ailleurs pas à la regarder pour avoir plus d'infos. Et de la même façon ici, si je veux créer un nouveau dossier, j'ai une commande qui me permet de le faire, qui s'appelle mkdir, donc je vais faire un coup de mkdir, et je vais dire ici mon nouveau dossier, par exemple, et je vais faire Enter. Et vous voyez ici que directement, j'ai mon nouveau dossier qui s'est créé au niveau de mon architecture de fichiers. Donc vous voyez, c'est vraiment, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, juste contrôler l'ordinateur d'une façon un petit peu différente. Tiens, d'ailleurs, pour installer un logiciel, on pourrait utiliser la commande apt, c'est justement la commande pour gérer vos logiciels, et lui dire install et lui dire GIMP, par exemple. Wow! Et là, vous voyez, ça bloque. Alors, pourquoi ça bloque au final? Comprenons les choses. Quand vous lancez Linux, vous le lancez comme un utilisateur, on va dire, normal. Qu'est-ce qu'il faut entendre par un utilisateur normal? C'est un utilisateur qui a le droit d'utiliser la machine, etc., mais pas d'installer, modifier, supprimer des logiciels. Et donc ici, la commande que je vous ai donnée vous permet d'installer des logiciels. Pour ça, vous allez devoir l'utiliser en tant qu'administrateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je passais par l'interface graphique ici, comme je vous l'ai dit, que je cliquais, ici, sur GIMP ou Spotify, etc. On va prendre Spotify et que je cliquais sur installer. J'ai besoin de faire une modification sur mon ordinateur. Et donc, quand je vais cliquer, vous voyez, il me dit, j'ai besoin que tu te logues, que tu te connectes, que tu me donnes les droits au final super utilisateur pour pouvoir installer le logiciel. On peut faire exactement la même chose dans le terminal en lançant la commande sudo, suivie de la commande que vous voulez. Donc par exemple ici, plutôt que faire apt install, je vais faire sudo apt install gimp. J'appuie sur Enter. Il me demande le mot de passe pour me connecter en tant que super utilisateur. Donc par défaut, c'est celui que vous avez mis à votre compte. Sur Ubuntu du moins.
Là, vous voyez, pour des raisons de sécurité, ça c'est dans le terminal aussi, quand je tape mon mot de passe, il ne m'affiche rien, mais c'est normal, d'accord? Et là, vous voyez, il communique avec moi et il me dit, ben voilà, je peux t'installer GIMP, mais pour ça, j'ai besoin d'installer tous ces autres logiciels qui sont là. Et donc voilà un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Il y a encore pas mal de choses à voir techniquement sur Linux, hein, je vous ai vraiment fait une petite intro ici, mais comme ça, vous avez déjà un petit tour d'horizon. Donc maintenant, au final, est-ce que vous devriez essayer ou installer Linux? Eh bien, quelques petites raisons pour ça. La première, c'est que c'est gratuit. La deuxième, c'est le côté sécurité. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de virus sur Linux, ça serait clairement mentir. Mais voilà, il y en a quand même nettement moins que sur Windows et le système est fait de façon à ce que ça soit quand même bien protégé. Il y a aussi la raison des performances. Généralement, Linux est plus léger que Windows et donc si vous avez un ordinateur un petit peu plus vieux, un petit peu plus récent, eh bien, ça peut être une bonne idée de le recycler. En installant dessus une distribution de Linux, ça va lui redonner une seconde jeunesse. Il y a encore deux raisons que j'aimerais vous dire. Eh bien, la première, c'est plutôt, voilà, si vous avez une culture du libre. Ce qu'il faut entendre par libre, c'est que tout le monde a le droit de reprendre le code, de le retravailler, de le distribuer. Au final, le logiciel, il appartient un petit peu à tout le monde. Et je trouve ça vraiment important. Vraiment important. La technologie a de plus en plus d'importance dans ce monde, dans notre monde. Et donc, le fait d'avoir quelque chose, qui n'est pas détenu par une société, mais qui nous appartient et qui appartient comme ça à tout le monde, c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment important. Et la dernière, je la trouve importante également, c'est que si vous êtes comme ça fan de tech, d'informatique, de programmation de code, ça vous donne une plus grande culture informatique, ça vous donne une plus grande culture tech. Et moi, je trouve que ça peut être important également. Donc voilà, j'espère vous avoir fait un bon petit tour d'introduction ici à Linux. J'espère vraiment que ça vous aura servi, que vous savez maintenant un petit peu plus ce que c'est concrètement. On a fait vraiment une petite visite découverte. Je pense qu'on a vu pas mal de notions, de choses importantes ici concentrées dans une petite vidéo. Évidemment, il y a encore énormément de choses à voir. Cette vidéo aussi, pour moi, c'est juste une petite porte d'entrée qui peut vous aider. Comme promis, je vous mets les liens dans la description pour pouvoir un peu approfondir le sujet. Si vous avez envie de l'installer sur votre machine, par exemple, je vous mets aussi le lien vers la communauté d'Ubuntu. Moi, je suis ravi d'avoir pu vous aider à découvrir l'univers de Linux. Donc nous, on se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.